Bon, alors, bonjour et bienvenue à cette troisième conférence midi de notre programmation 2015-2016 du Centre de recherche soins et services de première ligne de l'Université Laval. Le titre de la présentation d'aujourd'hui est « Concomitance de violences conjugales et de troubles mentaux. Les points de vue des professionnels intervenant auprès de conjoints au comportement violent ». Donc, je vous présente le conférencier, M. Louis-François Dallaire. Il est travailleur social depuis 1994. Il est professeur agrégé de clinique au département de médecine familiale et de médecine d'urgence de l'Université Laval. Son expérience professionnelle l'a amené à intervenir auprès de la clientèle des conjoints violents pendant près de 15 ans. Il travaille aujourd'hui à l'unité de médecine familiale Laval, rattaché au CIUS de la capitale nationale, où il cumule les fonctions d'enseignement et de suivi de clientèle. Je laisse la parole à M. Dallaire. Bonjour tout le monde, merci au Centre de recherche de m'avoir permis de venir vous présenter ce projet de recherche-là aujourd'hui. En fait, qui a dépassé le stade de projet, une recherche qui est terminée. Ça me fait bien plaisir de venir partager les résultats de cette réflexion et de cette recherche-là avec vous. J'ai cru comprendre que les questions allaient plutôt être adressées en fin de présentation et j'ai beaucoup de contenu. Alors, je vais faire un effort. Si parfois vous sentez que je sprinte, ce sera uniquement par préoccupation de l'horloge qui est ici près du tableau. Donc, écoutez, pourquoi se questionner sur la concomitance de violences conjugales et de troubles mentaux chez les conjoints violents en particulier? Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de discours, de catégories de discours qui entourent toute cette double problématique-là. On a tout d'abord des discours sociaux, où on va souvent entendre des trucs comme il faut être fou pour frapper sa femme, ou c'est des maudits malades, ces gars-là. On a aussi des discours médiatiques, je dirais particulièrement dans les cas d'homicides conjugaux, où on associe aussi ces deux dimensions-là. On va dire des choses, on va parler d'une folie meurtrière, on va parler de gestes posés par un désespéré, par un fou furieux, on va mentionner que la personne était déprimée, et on a encore des cas tristement célèbres qui sont médiatisés actuellement, qui nous rappellent que dans le traitement médiatique des homicides conjugaux et familiaux, on amène souvent la piste des problèmes de santé mentale. Et ceux qui ont eu la chance, dont moi, d'intervenir avec des conjoints violents, vont savoir aussi qu'il y a parfois des éléments dans le discours de ces hommes-là où eux-mêmes établissent un lien entre des troubles mentaux et l'exercice de violence. Ils vont nous dire des choses comme « je ne me rappelle même plus vraiment de ce que j'ai fait un blackout ». Ils vont nous dire, dans ce temps-là, on dirait que je n'arrive plus jamais à raisonner. Et le classique qu'on entend souvent en intervention avec les conjoints violents, vous avez beau me dire que je prends le contrôle de ma femme lorsque je suis violent avec elle, dans ces moments-là, moi, ce que je ressens, c'est que je perds le contrôle de moi-même. Alors, il faut comprendre que cette double problématique-là, puisque c'est un peu ainsi que je la désigne, comporte des ambiguïtés au point de départ, au plan conceptuel, autant qu'au plan clinique. Au plan conceptuel, il y a beaucoup de questions qui se posent. On peut se demander si les troubles mentaux doivent être considérés comme faisant partie des causes de la violence conjugale. Si oui, par quel mécanisme? Il ne suffit pas de dire que la dépression, par exemple, est une cause de violence. Encore faut-il comprendre de quelle manière ce trouble-là pourrait amener à avoir des comportements violents. Et toute la question fort épineuse du degré de responsabilité des conjoints violents souffrant d'un trouble mental, CVTM. Je vais utiliser cette abréviation-là aujourd'hui pour sauver du temps. Donc, le degré de responsabilité de ces hommes-là face à leur comportement. Et au plan clinique, d'autres ambiguïtés, par exemple, est-ce qu'on doit intervenir en tenant compte de la présence de troubles mentaux chez certains de ces hommes-là? Et surtout, si oui, de quelle manière doit-on en tenir compte? Alors, plan de présentation très standard, quelques concepts, histoire de ne pas se mêler dans les affaires. Problématique, survol de certaines études qui viennent éclairer nos connaissances, description du cadre théorique et de la méthodologie qui a été utilisée, présentation des résultats, discussion et un bout sur, évidemment, les implications pour la pratique et pour la recherche, dont certains concernent les services en première ligne, soit dit en passant. Oui? Est-ce qu'on va avoir accès au PowerPoint pour éviter de prendre des notes phonétiquement? Je vais me retourner vers la responsable, qui semble dire que oui. OK, merci. En tout cas, qui acquiesce. Donc, violence conjugale, ce qu'on entend par violence conjugale, écoutez, on y va avec une définition qui est assez universelle, assez bien reconnue au Québec, je devrais dire. C'est un exercice abusif de pouvoir par lequel une personne cherche à contrôler une autre personne de manière à la maintenir dans un état d'infériorité ou de l'assujettir à ses besoins.
C'est une problématique qui est considérée comme un problème social en raison de sa prévalence. Les plus récentes statistiques, du moins à ma connaissance, disent que 6% des Canadiennes sont victimes de violences. Et plusieurs personnes ignorent qu'on a au Québec une politique d'intervention en violence conjugale qui célèbre cette année son 20e anniversaire, dans laquelle on nous démontre, chiffres à l'appui, que les victimes sont généralement des femmes, que les agresseurs sont généralement des hommes, il y a bien entendu des exceptions, et qui dégage certains principes d'intervention, dont celui voulant que les agresseurs sont responsables de leur comportement violent et que l'intervention doit viser à leur faire assumer cette responsabilité-là de manière à pouvoir procéder à un arrêt d'agir. Ça peut vous sembler un détail, mais il y aura son importance éventuellement lorsqu'on parlera des paradoxes qui émergent des résultats de cette recherche-là. Parce que lorsqu'on s'intéresse à la concomitance de ces deux problèmes-là, on tombe dans un univers de paradoxes. Je ne lirai pas la définition de la santé mentale, mais je trouvais tout de même important de la mentionner de façon à ce que vous compreniez que je m'intéressais de façon plus spécifique à la concomitance de violences conjugales et de troubles mentaux. La santé n'est pas que la maladie. Pour les fins de la présente étude, on a utilisé la définition des troubles mentaux qui est celle de l'Association américaine de psychiatrie, hein, et qui nous dit que les troubles mentaux, un trouble mental est un syndrome qui est caractérisé par la perturbation significative des cognitions, de la régulation des émotions ou des comportements d'un individu. Ceci étant dit, parlons un peu de la problématique en tant que telle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis longtemps, on établit à différents niveaux une relation entre le fait de souffrir d'un trouble mental et le fait d'avoir des violences conjugales. Des associations, par exemple, comme celle de l'Association canadienne de santé mentale, attirent à notre attention que ça peut être une source de préjugés envers les personnes qui sont atteintes de ces troubles-là, dans la mesure où on répand dans la population des idées souvent erronées à l'effet qu'une personne qui a un trouble mental est plus dangereuse qu'une personne qui n'en a pas. Il y a tout de même des études qui nous indiquent que lorsqu'une personne souffrant de trouble mental utilise la violence dans son entourage, ce sont habituellement les proches qui sont les plus à risque de subir cette violence-là, et de façon encore plus spécifique, le conjoint ou la conjointe. Hein? Ce qui amène, je vous dirais, la pertinence de s'intéresser aux situations dans lesquelles on a ces deux problèmes-là de façon concomitante, pour évidemment les raisons de sécurité des victimes de violences conjugales, mais aussi pour l'efficacité des services offerts aux conjoints violents. Parce que vous conviendrez possiblement avec moi qu'on a une politique d'intervention qui ne nous dit pas grand-chose, qui nous dit responsabilisez-les. Oui, mais encore faut-il savoir de quoi on les responsabilise et comment. Alors, il y a 3 types d'études que je suis arrivé à répertorier en préparant cette recherche-là et qui nous amènent des connaissances, je vous dirais, des savoirs pertinents sur la double problématique en question. Alors, le premier type d'étude auquel je me suis intéressé était celle qui visait à établir s'il y avait des distinctions entre les conjoints violents et ce que moi j'appelle l'ensemble des hommes. Alors, bonne nouvelle, il y en a. Les conjoints violents se démarquent de l'ensemble des hommes, bien entendu, et ce qui est intéressant, c'est de voir que les caractéristiques par lesquelles ces hommes-là se démarquent des autres sont des caractéristiques qui sont psychopathologiques ou qui peuvent être associées à certaines psychopathologies. Hein. Alors, on va parler, par exemple, de tendances marquées à la colère, à l'hostilité. Quand on parle de tendances marquées, on entend plus marquées que chez la moyenne des individus. On va avoir des hommes qui, en général, vont avoir un recours plus fréquent à l'abus d'alcool ou de drogue, et qui, dans bien des cas, on le verra tout à l'heure, vont présenter des structures de personnalité pathologiques, notamment au niveau d'une personnalité antisociale ou d'une personnalité limite. Deuxième type d'étude auquel je me suis intéressé, maintenant qu'on sait que les conjoints violents se distinguent de l'ensemble de la population masculine, est-ce qu'à l'intérieur de cette population-là, on a une population qui est homogène ou qui est hétérogène? On a souvent présenté le conjoint violent comme étant monsieur tout le monde. D'une certaine façon, c'est vrai, puisqu'on constate que c'est une population qui, en soi, est extrêmement hétérogène. On a même plusieurs auteurs qui sont arrivés à produire des typologies de conjoints violents de façon à nous indiquer qu'il existait différents profils. Je vous fais grâce des détails, il y en a quand même une dizaine d'entre elles. Alors, ce qu'on constate, donc, c'est que les conjoints violents, en tant que tels, sont une population qui est extrêmement hétérogène. Et on constate aussi que les caractéristiques qui permettent de différencier les différents sous-groupes de conjoints violents sont notamment des caractéristiques, encore une fois, qui peuvent être associées à la psychopathologie. Alors, la réactivité émotionnelle, qui ne sera pas la même selon, je dirais, les sous-groupes de conjoints violents, la capacité d'empathie, d'autocritique, encore une fois, des fameuses structures de personnalité pathologique. Et un troisième type d'étude auquel je me suis intéressé, à savoir, est-ce que la prévalence de troubles mentaux est plus élevée dans la population des conjoints violents que dans la population en général? La réponse serait un oui assez retentissant dans certains cas. Beaucoup d'études ont été faites, je vous dirais, auprès de conjoints violents qui étaient en traitement de manière à aller objectiver cet élément-là.
Et ce qu'on constate, je vous dirais, c'est que des troubles mentaux sont présents dans cette population-là et dans une prévalence qui habituellement est significativement plus élevée que dans l'ensemble de la population, notamment pour tout ce qui a trait aux troubles de la personnalité, aux troubles de l'humeur, alcoolisme, toxicomanie, et également, je dirais, dans une certaine mesure, là, des troubles anxieux, incluant le syndrome de stress post-traumatique. Alors, il semble encore une fois que lorsqu'on s'intéresse à cette clientèle-là, on arrive à constater la présence de ces symptômes-là ou, dans certains cas, carrément de troubles mentaux diagnostiqués. Les études qui nous parlent de la manière d'intervenir auprès de cette clientèle-là nous émettent des recommandations qui sont très générales. Je vais y arriver dans un instant. Par exemple, on nous suggère de tenir compte de la présence de troubles mentaux lorsqu'on intervient avec les conjoints violents, du moins ceux qui présentent des troubles mentaux, bien entendu, ou des symptômes de ces troubles-là. On nous encourage aussi à considérer que ces troubles-là peuvent avoir une influence sur l'utilisation de violences conjugales. Ce ne serait pas des problématiques qui seraient concomitantes de façon accidentelle, selon ces auteurs-là. Et on recommande surtout d'adapter les modèles d'intervention aux besoins de la proportion des conjoints violents qui ont un trouble mental. Maintenant, ces études-là ont des limites, la mienne aussi, vous allez vous en rendre compte par vous-même tout au long de la présentation, il n'y a aucune étude qui est parfaite. Première des choses, on constate que les résultats sont très variables. Pour ce qui est de la prévalence des troubles mentaux dans la population, dans l'ensemble des études qu'il y avait dans le tableau tout à l'heure, je vous dirais, ça varie de 10 à 90 % selon l'étude consultée. Alors, habituellement, on a des études qui sont plus du côté du 90 % sont celles qui s'intéressent à l'ensemble des troubles mentaux possibles dans la population, tandis que celles qui sont plus près du 10 % vont s'intéresser à un trouble plus spécifique, le stress post-traumatique ou la psychopathie, par exemple. Ceci étant dit, on peut quand même se questionner sur le fait qu'il semble à ce point-là difficile de savoir à quel point il s'agit d'une clientèle dans laquelle on retrouve fréquemment des troubles mentaux. Les catégories de troubles mentaux, vous avez vu le tableau tout à l'heure, à la limite, à l'exception peut-être des déviances au niveau sexuel, on a à peu près toutes des grandes catégories de troubles mentaux qui se retrouvent dans tout ça. Alors, on peut se demander jusqu'à quel point les conjoints violents se distinguent tant que ça de l'ensemble de la population chez qui on peut aussi trouver tous ces troubles-là. Il y a des limites méthodologiques, la plus criante étant celle d'un recours fréquent au questionnaire auto-administré, avec tout ce que ça présuppose comme biais de désirabilité sociale ou de compréhension de la problématique en question. Et ce ne sont pas des études qui permettent d'entrevoir des mécanismes par lesquels les troubles mentaux contribuent à la violence conjugale. On se contente, autrement dit, ce qui est tout de même utile, d'objectiver la présence de troubles mentaux dans cette population-là. Les recommandations cliniques, je viens de les présenter, vous serez d'accord avec moi qu'elles ne sont pas très spécifiques. La définition d'un traitement adapté aux besoins des CVTM est elle-même très floue. Et il y a des opinions divergentes quant à la pertinence d'intégrer ces hommes-là ou non dans des groupes réguliers d'intervention auprès des conjoints violents. Ajoutons à ça le fait qu'au point de départ, on n'a aucune étude qui nous démontre la supériorité d'un modèle d'intervention auprès des conjoints violents sur un autre, qu'ils aient ou non un trouble mental. Alors on se retrouve, je vous dirais, dans un flou très clair au niveau clinique. Les points de vue des professionnels intervenant auprès des conjoints violents n'ont jamais été, avant cette recherche-là, n'ont jamais été, je vous dirais, documentés. On peut pourtant présupposer que ces intervenants-là, de par leur statut, de par leur rôle professionnel, détiennent des informations utiles afin de mieux comprendre la double problématique en question. Donc, la recherche en tant que telle avait pour but de décrire et d'explorer les points de vue de professionnels spécialisés dans l'intervention auprès de conjoints violents quant au thème de la recherche. De façon plus spécifique, on s'intéressait à décrire ces points de vue-là et aussi à explorer le processus de construction. Compte tenu, je vous dirais, de l'assistance à qui je m'adresse et du temps dont je dispose, aujourd'hui, je vais vous présenter uniquement les résultats qui concernent l'objectif spécifique numéro 1. S'il y en a qui souhaitent en savoir plus sur la manière dont ces professionnels-là ont construit leur point de vue, prenez contact avec moi, ça me fera plaisir. L'élément que vous attendiez tous dans la présentation, la description du cadre théorique, bien entendu. Alors, je vais essayer d'y aller rapidement. Pas parce que c'est pas important, mais parce qu'on est toujours plus intéressé par les résultats. Alors, je suis allé avec un cadre théorique constructiviste. Si on s'intéresse à la manière dont les points de vue se construisent chez les individus, c'est un cadre théorique, évidemment, qui va de soi, et qui nous donne, je vous dirais, comme point de repère, que les points de vue des individus sont identifiables à travers leur déclaration sur un phénomène, à travers les énoncés verbaux, les images qu'ils utilisent pour parler d'une situation, ou par rapport au comportement qu'ils adoptent face à cette même situation-là. Et ce sont des points de vue qui peuvent se construire par catégorisation, autant à partir de leurs expériences professionnelles que des déclarations préalablement existantes.
la politique d'intervention en violence conjugale de 1995 étant un exemple d'une déclaration préalablement existante qui peut modifier et qui, en effet, modifie le comportement des participants face à la violence. Méthodologie, c'était une recherche exploratoire qui s'appuyait sur des méthodes qualitatives. Les participants devaient s'investir dans une entrevue semi-dirigée. La durée moyenne était de 75 minutes, donc des heures et des heures de plaisir à retranscrire ces entrevues-là. C'est des gens qui avaient beaucoup, je vous dirais, d'éléments à me transmettre. Ces données-là ont été analysées en suivant les étapes d'une analyse de contenu et à l'aide d'un logiciel, en l'occurrence QDA Miner. Bien entendu, tout ça a été approuvé par le comité d'éthique de la recherche de l'Université Laval. Alors, c'est un échantillonnage non probabiliste. Bien entendu, on cherchait des professionnels qui offraient des services thérapeutiques à des conjoints violents dans un organisme québécois spécialisé pour ce type d'intervention-là. Déjà là, on vient d'éliminer le recours au hasard pour recruter des participants. Et on avait un critère de sélection supplémentaire qui était d'avoir une expérience de travail d'au moins 3 ans avec cette clientèle-là. Étant donné qu'il s'agit d'un sujet controversé, complexe, on voulait s'adresser à des gens qui avaient eu, je dirais, suffisamment de temps pour voir l'ensemble de la clientèle et des défis liés à l'intervention. Le recrutement a été effectué auprès de 5 organismes d'aide aux conjoints violents qui provenaient de régions administratives différentes et qui pouvaient ou non être affiliés à l'Association provinciale à cœur d'homme qui regroupe l'ensemble des ressources intervenant auprès des conjoints. Donc, l'échantillon obtenu, en fait, c'est un échantillon de 11 participants qui étaient très majoritairement des hommes. On parle de 10 hommes et d'une seule femme, blancs, francophones. L'âge moyen était de 44 ans. On voit par des données ici que c'était un échantillon où les gens étaient assez fortement scolarisés. 2 tiers détenaient à tout le moins un diplôme universitaire de premier cycle. Et on voit aussi que le critère de 3 ans d'expérience a été amplement rencontré, puisque la moyenne nombre moyen d'années d'expérience était de 17 ans. Il s'agissait tous de participants qui travaillaient à temps plein dans l'organisme qui les employait et le tiers exerçait plus d'une fonction professionnelle dans leur milieu de travail, par exemple à la coordination ou à la supervision clinique des professionnels. Alors, les résultats se regroupent en 3 catégories. Première des choses, des points de vue plus généraux sur l'ensemble des conjoints violents. Deuxième type de résultat, des points de vue plus généraux des participants sur des personnes souffrant d'un trouble mental. Et dans un troisième temps, leur point de vue spécifique sur la rencontre de ces 2 problématiques-là. Alors, leur point de vue sur les conjoints violents, je vais y aller un petit peu plus rondement, mais je trouverais quand même important de porter votre attention sur certains éléments qui vont avoir une influence sur leur point de vue plus spécifique sur les CVTM. La première des choses, pour les participants rencontrés, la violence conjugale est d'origine multifactorielle. On ne peut pas l'expliquer uniquement par des facteurs sociaux, ni uniquement par des facteurs individuels. Considère que les conjoints violents, habituellement, sont des gens qui cherchent à établir un contrôle sur leur partenaire et ils les définissent comme étant pleinement responsables de leur violence. Un détail qui, encore une fois, aura de l'importance un petit peu plus loin. La violence conjugale n'est pas considérée comme une maladie par des gens que j'ai rencontrés. Une citation que je trouve éloquente ici d'un participant qui disait « Bien, c'est sûr qu'être agressif, péter sa coche, s'engueuler avec le monde alentour, c'est pas un gage d'une bonne santé mentale, mais c'est pas un trouble de santé mentale diagnostiqué. Des bien mauvaises façons de gérer ses affaires, des bien mauvais choix, des bien mauvaises interprétations, ça gâche la vie de tout le monde alentour, mais ce ne sera pas nécessairement un problème de santé mentale. » Donc, par conséquent, ils définissent les conjoints violents comme des gens qui ne sont pas des personnes souffrant d'un trouble mental, mais regardez comme c'est intéressant, ils les décrivent tout de même, et là on parle de l'ensemble des conjoints violents comme des gens qui ne sont pas en très bonne santé mentale. On nous disait que c'est des gens qui ont des limites au niveau de l'autocritique, qui sont très réactifs au niveau émotionnel et comportemental, enclins aux distorsions cognitives, pas une très grande capacité d'adaptation au stress ou capacité de gestion du monde émotionnel, des difficultés relationnelles, de l'immaturité, dans certains cas des antécédents personnels traumatiques. Quand on regarde ce portrait-là, on se dit non, on n'a peut-être pas une personne qui a un diagnostic d'un trouble mental, la santé mentale ne semble pas tout à fait optimale. Les points de vue plus généraux des participants sur les personnes atteintes d'un trouble mental, première des choses, ils étaient beaucoup moins développés. Il faut savoir que c'est un échantillon qui justement travaillait auprès des conjoints violents depuis 17 ans en moyenne. Alors vous en comprendrez que plusieurs d'entre eux n'avaient pas nécessairement d'expérience d'intervention auprès de personnes souffrant d'un trouble mental, ou du moins d'intervention visant à atténuer ou à améliorer le fonctionnement social de ces personnes-là. Ceci étant dit, la définition qu'ils se font d'un trouble mental est une définition très médicale. Ils perçoivent les troubles mentaux comme étant
chronique comme étant un phénomène sur lequel on peut exercer un certain contrôle au niveau des symptômes, mais un contrôle relativement limité. Pour eux, il était clair que, contrairement à la violence conjugale, le fait de souffrir d'un trouble mental ne relevait évidemment pas d'un choix exercé par la personne. Et ce qu'ils nous disaient, c'est l'approche de responsabilisation, par conséquent, s'applique plus difficilement puisqu'il s'agit d'un phénomène que la personne subit et non d'un phénomène que la personne choisit de faire subir. Alors, des points de vue plus spécifiques sur les CVTM maintenant. Alors, il y a 4 thèmes principaux qui ont émergé de l'analyse des données. L'identification de troubles mentaux chez les conjoints violents qui consultent, les caractéristiques qu'on associe au CVTM, la signification qu'on attribue à la concomitance de ces deux problèmes-là, et les conduites professionnelles qui sont adoptées par les participants auprès des hommes chez qui on observe à la fois de la violence conjugale et des troubles mentaux. Alors, la question d'identification, vous avez 3 citations ici que je vais vous laisser lire, mais qui sont intéressantes et qui démontrent, je vous dirais, le défi de distinguer justement à travers l'ensemble des conjoints violents ceux chez qui les manifestations ou les caractéristiques dites psychopathologiques sont suffisamment importantes pour qu'on puisse soupçonner ou déterminer la présence d'un trouble mental. Hein, par exemple, la deuxième citation, j'attire votre attention là-dessus, il y a bien de nos clients que s'ils se présentaient en psychiatrie dans un moment de crise, ou qu'ils se faisaient faire une évaluation psychologique, ces hommes-là auraient des diagnostics de personnalité limite, antisociale, compulsive, narcissique. Hein? Et un autre participant qui nous dit que la clientèle prend une tangente avec des problématiques en santé mentale de plus en plus nombreuses et que c'est une réalité avec laquelle les organismes doivent composer. Alors, si je vous donne des résultats plus spécifiques pour ce premier thème-là, alors pour eux, c'est clair que certains des hommes qu'ils rencontrent souffrent d'un trouble mental. Certains sont déjà identifiés au moment de la prise en charge, vont le dire en arrivant, c'est mon médecin qui m'a référé, j'ai un trouble X, Y ou Z. Et dans d'autres cas, à défaut d'avoir un diagnostic, on a une forte suspicion. Il faut dire aussi que ces services-là, souvent, sont offerts en groupe et que par conséquent, le fait de voir un individu fonctionner dans un groupe vient aussi, pour ceux qui ont déjà fait de l'intervention, nous donner un son de cloche tout à fait différent de ce qui se passe lorsqu'on est en individuel avec eux. La prévalence, tout comme ce qui émerge des recherches qui ont été répertoriées, est toutefois difficile à estimer pour les participants. Ce qu'ils vont nous dire, c'est que pour eux, c'est clair que c'est une clientèle qui est minoritaire, bien qu'en émergence. Ils estiment en rencontrer de plus en plus souvent, mais ça reste une prévalence qui est difficile à estimer parce que les hommes ne sont pas toujours au courant qu'ils sont atteints d'un trouble comme ça, ne s'identifient pas toujours comme tels s'ils sont au courant, et les évaluations psychiatriques n'apportent pas toujours des réponses si concluantes non plus. Ceci étant dit, les troubles mentaux qui étaient observés le plus fréquemment par des participants dans leur clientèle étaient dans l'ordre des troubles de personnalité, des troubles de l'humeur, donc essentiellement dépression et maladie affective bipolaire, des troubles anxieux, notamment tout ce qui se rapporte aux troubles obsessifs compulsifs, et dans une proportion quand même moins élevée, des troubles psychotiques et ou troubles délirants. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que cette clientèle-là, elle est présente, elle existe, on la voit dans les organismes, on a tout simplement de la difficulté à cerner jusqu'à quel point il s'agit de quelque chose de minoritaire ou de majoritaire. Alors, les caractéristiques que les participants associent à ces hommes-là, encore une fois, quelques citations que je vous laisse le soin de lire. Ce qui ressort beaucoup des propos du participant, c'est que c'est un peu comme si le conjoint violent souffrant d'un trouble mental était un conjoint violent au cube. Toutes les caractéristiques qui sont généralement associées au conjoint violent sont présentes chez ces hommes-là, mais je vous dirais avec une intensité qui dépasse nettement celle du conjoint violent moyen qui consulte et qui fait une demande d'aide. Hein, quelques éléments qui ressortent dans ces situations-là, mais dans la deuxième, entre autres, où le participant nous dit qu'il y avait une scénarisation, tu sais, ça nous arrive à tout le monde, mais il y a un point où on passe de la scénarisation standard, où on tombe carrément dans une théorie du complot. Pensons par exemple à des situations classiques en violence conjugale, par exemple des situations de jalousie, où l'homme va nous dire, bien, elle a fait un sourire à un gars à l'épicerie, puis elle a parlé longtemps. Bien, moi, je suis sûr qu'elle ne parlait pas juste de savoir où étaient les canages de soupe. Moi, je pense qu'elle a fait des avances. Alors, autrement dit, tous ces éléments-là qu'on a tendance à retrouver chez les conjoints violents en général seraient d'autant plus présents chez ceux qui ont un trouble mental. Alors, pour eux, c'est vraiment une clientèle qui est spécifique, qui se distingue de l'ensemble de la clientèle des hommes qui consultent en violence conjugale par un degré élevé de désorganisation. Et un degré élevé de désorganisation, je vais le définir davantage à la prochaine diapo, mais c'est un degré qui s'observe autant au plan des cognitions que des émotions et des comportements. L'autre élément par lequel ces hommes-là se distinguent de l'ensemble de la clientèle des conjoints violents, c'est que les acquis thérapeutiques seraient plus limités
habituellement, il y a des cas d'exception bien entendu, mais c'est habituellement plus limité en ce qui a trait à l'arrêt de la violence. Ce que les participants expliquent par plusieurs facteurs. Le fait que certains troubles mentaux peuvent compliquer l'introspection, peuvent être associés à une autocritique ou à un degré d'empathie très faible. Pensons à certains types de troubles de personnalité, par exemple. L'approche de responsabilisation, encore une fois, leur semble plus difficile à appliquer. Je pense qu'ils sont toujours un peu dans le dilemme de se dire jusqu'à quel point est-ce que je dois considérer que cette personne-là exerce un choix lorsqu'elle explose dans son salon le soir à partir d'un commentaire bénin qui a été fait par l'entourage. L'alliance thérapeutique, selon la nature du trouble mental, je le souligne parce que les participants l'ont souligné, peut parfois aussi être beaucoup plus difficile à établir avec ces hommes-là. Et encore une fois, on nous mentionne qu'il y a des cas d'exception, des belles histoires de succès avec des hommes qui avaient à la fois un problème de violence et de santé mentale et qui sont arrivés à atteindre les objectifs du programme de façon très satisfaisante. Ceci étant dit, en général, les acquis sont plus difficiles à établir. Alors, quand je vous disais qu'il y avait de la désorganisation au niveau comportemental, cognitif et émotionnel, alors de quelle façon ça se traduit chez les hommes qui ont également un trouble mental? Au niveau comportemental, les épisodes de violence seraient souvent plus intenses, plus imprévisibles aussi. Conjoints violents, par définition, sont très imprévisibles, en tout cas la plupart d'entre eux, du moins. Mais chez ceux qui, en plus, souffrent d'un trouble mental, on ne sait vraiment pas sur quel pied danser. Et la violence serait plus susceptible d'être généralisée que chez le conjoint violent moyen qui consulte. Plusieurs conjoints violents, leur violence ne paraît pas du tout à l'extérieur de la maison. Ceux qui souffriraient également d'un trouble mental auraient davantage de difficultés à contrôler leur violence dans un autre contexte que la maison. Au niveau cognitif, l'autocritique, déjà habituellement pas très élevé chez les gens qui ont un problème de violence conjugale, serait vraiment nettement déficitaire chez ceux qui ont un trouble mental et serait souvent accompagné de perceptions paranoïaques ou délirantes, dans certains cas qui suggèrent même, à la limite, une certaine altération du contact avec la réalité, tellement la distorsion devient ample et intense. Et au niveau émotionnel, ce seraient des hommes qui seraient plus facilement déstabilisés par les stresseurs du quotidien et aussi par des difficultés qui sont inhérentes aux relations interpersonnelles. Pensons aux troubles de personnalité. Une des manières dont on détecte ou dont on arrive à soupçonner un trouble de personnalité, c'est notamment dans toute la sphère des relations interpersonnelles. Alors, cette donnée-là vient un peu dans le même sens que ça. Capacité d'empathie et d'introspection serait encore plus difficile. Puis au niveau émotionnel, on aurait soit des individus chez qui les émotions sont constamment à fleur de peau, en ébullition, en expansion, versus des gens qui vont raconter des épisodes de violence exercés envers l'entourage, avec une espèce de coupure et une espèce de froideur qui nous étonne tellement ce qu'ils nous décrivent comme violence peut être saisissant pour le commun des mortels. Alors, troisième thème des résultats, en ce qui concerne vraiment leur point de vue sur les CVTM, la signification qu'ils attribuent à la concomitance de violences conjugales et de troubles mentaux. Alors, pour eux, ce qui est clair, pour les participants, j'entends, c'est que les troubles mentaux n'ont pas systématiquement un impact sur la violence exercée. Ils vont nous dire, par exemple, qu'il ne suffit pas d'avoir un diagnostic de bipolarité pour être violent et qu'il y a évidemment bien des gens qui sont atteints de cette maladie-là et qui ne sont pas violents, ce qui est rigoureusement exact, bien entendu. On va nous dire aussi en même temps que les troubles mentaux chez les conjoints violents ne sont pas généralement perçus comme une cause de violence conjugale, mais plutôt comme un facteur de désorganisation qui augmente le risque chez des hommes qui auraient déjà ce potentiel-là et qui auraient déjà cette tendance-là à contrôler l'entourage ou à vouloir dominer, de commettre des agressions à l'endroit de leur partenaire. Alors, on fait une distinction entre une cause et un facteur de risque. Ce qu'on nous dit, c'est que dans le fond, ces troubles mentaux-là viennent accentuer les déficits ou les difficultés émotionnelles, cognitives, comportementales qui sont déjà présentes au point de départ chez les conjoints violents. Ce qui complexifie pour à peu près 100% des participants que j'ai rencontrés la reprise de pouvoir sur sa violence, puisqu'on a à s'attaquer à un deuxième degré de difficulté. Et ceux qui ont déjà eu l'occasion d'intervenir en violence conjugale savent que c'est une problématique difficile, dans laquelle l'atteinte de résultats est souvent fragile ou précaire. Alors c'est comme si on ajoutait un deuxième degré de difficulté. Ce qui est intéressant, c'est que les propos des participants nous permettent de comprendre un peu plus clairement justement les fameux mécanismes par lesquels les troubles mentaux peuvent influencer l'exercice de violence conjugale. Ce qu'on nous dit, c'est qu'au point de départ, il y a une condition préexistante et que ces troubles-là viennent accentuer tous les chemins, tous les procédés par lesquels un homme finit par réagir violemment. Ce qui est intéressant ici, toujours en thème à la signification qu'ils attribuent à cette violence-là,
c'est que le sujet sur lequel les participants que j'ai rencontrés était le plus divisé et justement celui comme société sur lequel on a le plus de difficultés à se faire une tête. Procès de M. Turcotte à l'appui. Doit-on considérer que les gens qui sont violents et qui ont un trouble mental sont responsables des actes qu'ils commettent? Alors, je ne l'ai pas chiffré, c'était une méthode qualitative et ce n'était pas l'objectif de chiffrer, mais je vous dirais que c'était vraiment extrêmement partagé. Vous avez des gens dans la colonne de gauche qui vont dire « Attention, premièrement, il peut y avoir des autodiagnostics, on peut utiliser ça de toutes sortes de façons, on peut prendre ça pour se justifier. Hein, c'est pas de ma faute, j'étais en dépression, c'est pas de ma faute, j'étais en psychose, je savais plus ce que je faisais. » On porte à notre attention le fait qu'il y a plein de gens qui ont des troubles mentaux et qui, oui, peuvent à la limite être un peu plus irritables ou plus tendus dans leurs relations interpersonnelles, mais qui ne sont pas violents pour autant. Et du même souffle, on a d'autres participants qui vont nous dire au contraire, la première citation est éloquente à ce sens-là, des fois on a l'impression que ça les dépasse, que c'est hors d'eux autres, qu'il y a un volet qui donne l'impression d'être plus psychiatrique que d'un choix posé par la personne. Tu sais, si on parle de dépression, si on parle de phobie, si on parle de psychose, tu as beau dire « arrête de le faire », ça ne marche pas comme ça, c'est une maladie. Troisième citation aussi qui est intéressante, où la personne nous dit « La santé mentale ne crée pas de violence, mais peut-être que ton problème de santé mentale va faire que tu as un double, un triple défi pour ne pas exercer de violence. Tu n'as pas les mêmes conditions pour y arriver. » Alors, les points de vue des participants, encore une fois, là-dessus reflètent du moins l'ensemble des points de vue sur la question. Et le dernier thème qui émergeait vraiment, là, je vous dirais, de cette partie-là de la recherche, était de voir quelle conduite professionnelle les participants utilisaient auprès des CVTM. Alors, ce qu'on observait, c'est qu'il y avait 3 types de conduites professionnelles que je vais définir dans un instant, et qui étaient sur un continuum sur lequel les participants se déplaçaient vraiment en fonction de la situation, en fonction du trouble mental, en fonction de l'impact perçu du trouble mental sur l'exercice de violence, en fonction de considérations organisationnelles aussi parfois. Alors, autrement dit, il n'y avait pas de participants qui se cantonnaient uniquement dans une de ces 3 pratiques-là. Conduite d'évitement, dans cette conduite-là, les CVTM sont conçus comme des hommes qui ont d'abord un trouble de santé mentale et qui, un peu accessoirement, utilisent la violence auprès de leur entourage. Dans cette conduite-là, on considère que les troubles mentaux réduisent l'efficacité de la prise en charge de la violence conjugale. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de détecter dans la clientèle, de dépister les conjoints violents qui souffriraient d'un trouble mental et de plutôt les orienter vers des ressources en santé mentale. Alors, il peut y avoir un bref suivi individualisé ou un court séjour en thérapie de groupe, mais éventuellement, il y a une référence qui se fait vers des ressources en santé mentale, qu'il s'agisse de première ou de deuxième ligne. Il y a des avantages à cette conduite-là. La première des choses, pour les participants, ils ont le sentiment de protéger les CVTM d'une intervention qui pourrait être mal adaptée à leurs besoins, par méconnaissance parfois là, de la problématique qu'ils vivent. Réduire le risque d'incidents critiques avec les autres clients. Encore une fois, c'est une intervention de groupe, alors il faut penser aussi aux autres hommes qui consultent. Puis ça permet quand même aussi de s'en tenir au mandat et de la zone d'expertise de ces organismes-là, qui, puisqu'ils sont essentiellement des organismes communautaires, sont sous-financés, ont de très petites équipes et de bonnes grosses listes d'attente. Alors, il y a quand même des avantages à cette conduite-là. Les désavantages, bien entendu, c'est que les conjoints violents qui ont un trouble mental ne peuvent pas bénéficier des services spécialisés en violence conjugale. C'est sûr que ça perpétue d'une certaine manière le statut minoritaire que les participants ont tendance à attribuer au CVTM dans la clientèle. Plus on les évite, moins on les voit. Hein? Puis, moins on les voit, moins on estime que c'est nécessaire d'adapter les services de façon à répondre à leurs besoins. Conduite de distanciation, au contraire, on conçoit les CVTM comme des hommes qui ont d'abord un problème de violence conjugale et qui, encore une fois, un peu accessoirement, ont aussi un problème de santé mentale. Et l'intervention va vraiment être centrée sur, je vous dirais, des caractéristiques qui sont généralisables dans l'ensemble de la clientèle. Et à ce moment-là, les objectifs d'intervention vont vraiment être ceux qui sont habituellement préconisés auprès de conjoints ayant des comportements violents. Ce que ça signifie concrètement, c'est qu'on les intègre dans les services, mais on intervient avec eux en ne tenant pas compte la problématique de santé mentale, ou du moins en n'essayant pas d'agir sur ce facteur-là de façon à aider le rétablissement. Il peut y avoir, puis dans la majorité des cas, il y a une référence vers des ressources spécialisées en santé mentale, mais cette référence-là est caractérisée par le fait qu'on n'a pas de concertation. Alors, on travaille en parallèle, ceux qui connaissent les notions du continuum de la pratique en collaboration interprofessionnelle comprendront de quoi je parle. On est vraiment dans une pratique parallèle où les gens travaillent chacun de leur côté. Les avantages de cette conduite-là, contrairement à la pratique d'évitement, ces hommes-là ont à tout le moins accès aux services spécialisés pour l'aide en violence conjugale. Et il y a quand même une division du travail entre des ressources spécialisées.
Désavantage, c'est l'absence de concertation entre les ressources, bien entendu. Chacun travaille de son côté. En défaisant de travail de l'autre, point d'interrogation. C'est toujours le risque avec la pratique parallèle. Et vous conviendrez avec moi que c'est quand même une analyse qui est fragmentaire des difficultés vécues par les conjoints violents. C'est comme si on mettait le trouble mental dans une boîte, le conjoint violent dans une autre, et qu'on faisait un peu comme s'il n'y avait pas de vase communicant. Alors que pourtant, de façon paradoxale, la description que les participants nous font de ces hommes-là, c'est qu'au contraire, il y a une influence entre le fait d'agir violemment et d'avoir un trouble mental. Puis la conduite d'intégration, dans cette conduite-là, on conçoit les CVTM comme des hommes qui ont recours à la violence conjugale et qui souffrent d'un trouble mental. Alors, on s'adresse vraiment là, à la globalité là, de la personne et on présuppose que la responsabilisation et l'arrêt d'agir présupposent de tenir compte, c'est-à-dire l'influence des troubles mentaux sur l'exercice de la violence. On considère, autrement dit, qu'on ne peut pas travailler un sans travailler l'autre et on prône à ce moment-là un suivi non seulement conjoint, mais concerté avec les ressources en santé mentale. Et on estime même que c'est nécessaire d'avoir une telle modalité d'intervention. Alors, on peut intégrer les hommes dans les services, que ce soit en groupe ou en individualisé, si on estime que le trouble mental fait vraiment obstacle à ce que monsieur fonctionne bien en groupe. Et il y a un plan d'intervention qui est caractérisé par la recherche de cette concertation-là. Les avantages, selon les participants qui ont recours à cette conduite-là, il y en a beaucoup. Bien, première des choses, on a une compréhension plus globale de la personne. Et on a donc une intervention qui s'adresse à cette globalité-là. Il y a un arrimage et un partenariat avec les ressources en santé mentale qui a notamment comme bénéfice de réduire le sentiment d'isolement des professionnels, qui, je vous le rappelle, sont pour la plupart d'entre eux des gens qui n'ont pas une grosse expérience d'intervention en santé mentale. Et il y a une citation aussi intéressante qui illustre à quel point cette approche-là peut favoriser la responsabilisation. Le participant nous dit, bien, là, quand on fait ça, on s'adresse aux problèmes de la personne et là, on peut faire quelque chose. Il commence à comprendre son fonctionnement et ça, c'est responsabilisant parce que ça lui donne une prise sur lui. Et il peut, à partir de ça, avoir plus de prise sur ses réactions, alors que si on lit ça, il n'y aura jamais de prise sur sa violence et il ne pourra jamais se responsabiliser. Des désavantages, bien évidemment, il y a un investissement important de temps, d'énergie et de ressources humaines et financières. Tous ceux que j'ai rencontrés qui utilisaient cette pratique-là trouvaient que c'était un investissement rentable, mais encore une fois, compte tenu de la réalité de ces organismes-là, vous comprenez que ça prend une volonté organisationnelle de dire oui, on va s'arrimer au réseau de la santé mentale pour mieux aider ces hommes-là. Alors, la discussion va porter, je vous dirais, sur premièrement les limites de la recherche, mais aussi sur quelques paradoxes dont certains ont déjà été mentionnés. Alors, l'échantillon, première des choses dans les limites de la recherche, bien, certaines des caractéristiques n'étaient peut-être pas très représentatives de l'ensemble de la population. Encore une fois, le fait qu'il y ait 10 hommes et une femme, ce n'est pas représentatif de ce milieu-là. Statut d'emploi aussi, j'avais des gens qui étaient tous à temps plein, alors que dans les organismes communautaires, on sait très bien qu'il y a toute une proportion importante là, des professionnels qui ne sont pas à temps plein. On a dû utiliser une définition préalablement construite des troubles mentaux, qui à ce moment-là était celle du DSM-4, parce que dans les pré-tests, les gens nous arrêtaient constamment là-dessus pour dire, bien, ça dépend de comment vous définissez les troubles mentaux, ça dépend de ce que vous entendez par les troubles mentaux. Alors, on a choisi une définition qui est généralement consensuelle, mais qui, évidemment, est influencée fortement du modèle médical, alors qu'on sait qu'il y a d'autres façons de définir les troubles mentaux que de passer par le modèle médical. Alors, c'est sûr que ça a pu influencer, notamment les points de vue des participants, plus généralement, là, je dirais, sur les personnes souffrant d'un trouble mental. L'influence du chercheur sur les données, on a beau le réduire, il reste que j'ai travaillé pendant presque 15 ans avec cette clientèle-là. J'ai essayé bien fort de ne pas laisser mon propre point de vue émerger dans tout ça. Est-ce que j'y ai réussi? Sûrement pas à 100%. Alors, un premier paradoxe sur lequel je vais attirer votre attention, le temps file. Alors, première des choses, les participants différencient vraiment de façon très fondamentale les conjoints violents et les personnes souffrant d'un trouble mental. Mais comme je mensonnais plus tôt, l'ensemble des conjoints violents, qui ont un diagnostic de trouble mental ou non, sont décrits comme des gens qui sont en mauvaise santé mentale et on décrit un mode de fonctionnement qui est très ressemblant lorsqu'on compare leur façon de parler des conjoints violents à ceux de personnes qui ont des troubles mentaux. Alors, on peut en arriver à se demander si l'aide aux conjoints violents, qu'ils aient ou non un diagnostic, s'inscrit dans le vaste champ de l'intervention en santé mentale. Deuxième paradoxe, bien, les participants réfutent un lien causal entre le fait de souffrir d'un trouble mental et le fait d'utiliser de la violence, mais en même temps, ils nous décrivent très clairement des situations cliniques où les symptômes de certains troubles mentaux ont contribué à une escalade de violence. Le gars qui est dans des perceptions complètement tordues, paranoïaques,
et qui se met au niveau émotionnel à grimper et qui finit par réagir avec son mécanisme habituel, lorsqu'on regarde ça comme ça, on se dit, ben oui, la présence de troubles mentaux était en cause dans cette situation-là. Alors, ça suggère à tout le moins un lien causal partiel entre la présence d'un trouble mental et l'utilisation de violences conjugales. Alors, c'est comme si c'était une expertise clinique qui, en d'autres mots, était difficile à assumer pour les professionnels qui travaillent dans ce champ-là. Et c'est là que la dimension politique entre en ligne de compte. Puisque qu'est-ce que nous dit la politique d'intervention en violence conjugale pour les agresseurs? Une seule chose, responsabiliser-les. Alors, si on considère que les troubles mentaux font partie de l'ensemble des causes possibles d'un épisode de violence conjugale, est-ce qu'on est en train de les déresponsabiliser? Est-ce qu'on est en train de justifier les actes? Est-ce qu'on est en train de les banaliser? Alors, il y a des enjeux politiques qui font en sorte, je pense, que ça devient difficile pour les professionnels rencontrés de prendre cette position-là. Troisième paradoxe en lien avec la responsabilité, on nous dit que les conjoints violents, qu'ils aient ou non un trouble mental, sont des gens qui sont considérés d'emblée comme étant pleinement responsables de leur violence. On nous dit en contrepartie que les personnes souffrant d'un trouble mental sont des gens qui ne sont pas responsables de leurs difficultés. Et pourtant, lorsqu'on parle d'un conjoint violent qui souffre d'un trouble mental, on, je dirais, persiste à les présenter comme des gens qui sont pleinement responsables de leur comportement, et ce, malgré une condition sur laquelle les participants leur attribuent peu de contrôle, parce que lorsqu'ils nous parlent des gens qui souffrent d'un trouble mental, ils nous disent qu'ils n'ont pas de contrôle là-dessus, et qui auraient, selon les participants, un impact sur leur violence, puisqu'ils nous disent, encore une fois, que le fait de souffrir d'un trouble mental va nécessairement interférer, ne serait-ce que, je vous dirais, dans la façon dont la violence escalade avant d'exploser. Alors, autrement dit, en d'autres mots, les conjoints violents qui souffrent de troubles mentaux sont des cas d'exception, qu'on les compare aux conjoints violents standards ou qu'on les compare aux personnes souffrant d'un trouble mental. Il semble que ce soit la seule catégorie de personnes souffrant d'un trouble mental qu'on considère comme étant pleinement, entièrement responsables de leur comportement et qui exerceraient supposément un choix délibéré et conscient d'agresser les autres. Alors, ça fait deux vraiment des cas d'exception, sont un peu coincés d'un côté comme de l'autre. Puis, je le mentionnais tout à l'heure, mais dans les conduites aussi, notamment les conduites d'évitement et de distanciation, je vous laisse prendre connaissance de la diapositive ici, l'acétate, je viens de trahir mon âge. Le pire, c'est que j'ai ri de quelqu'un dernièrement qui a dit ça, alors ça m'apprendra. Donc, les conduites d'évitement et de distanciation sont d'une certaine manière dissonantes par rapport, je dirais, aux propos que les participants ont sur cette clientèle-là. Tu sais, par exemple, dans la conduite d'évitement, on réfère des gens ailleurs, en disant « non, les troubles mentaux prennent trop de place, on n'y arrivera pas », mais pourtant on nous dit que les troubles mentaux n'expliquent pas à eux seuls la violence conjugale. Alors, il y a toutes sortes de paradoxes qui, à mon avis, ne reflètent pas un manque de connaissances, de compétences ou de bonne volonté des gens qui interviennent dans ces organismes-là, mais encore une fois, je crois que de caractère très politique de l'intervention en violence conjugale, il joue pour beaucoup. Parce que vous me direz qu'une fois dans un bureau ou dans une salle de groupe, on peut bien faire ce qu'on veut avec la manière qu'on a et avec l'approche d'intervention qui nous convient. Mais quand on a un cadre théorique qui a fait l'objet d'une politique d'intervention qui a été signée par 6 ministères différents, je serais tenté de vous dire, et là c'est probablement mon expérience à moi qui se pointe le nez, je serais tenté de vous dire que c'est pas si simple de dire « non, moi je fais ce que je veux dans mon bureau avec mon client ». Alors, les implications pour la recherche et pour la pratique. Commençons par les implications pour la recherche. À mon avis, il y en a deux. Vous aurez peut-être des suggestions à me donner par la suite, bien entendu. Mais première des choses, moi, il me serait toujours semblé intéressant de reproduire cette recherche-là avec des professionnels spécialisés dans l'intervention auprès des personnes souffrant d'un trouble mental. Est-ce qu'elles reconnaissent dans leur clientèle l'existence d'hommes qui ont aussi un problème de violence conjugale? De quelle manière est-ce qu'ils interviennent avec ces hommes-là? Quelles sont les conduites adoptées? Comment est-ce qu'ils expliquent l'interaction entre les deux problèmes? Je vous dirais que c'était initialement mon souhait, puis c'est là que mon directeur de maîtrise a bien fait sa job et m'a dit « Non, assois-toi, tu ne réussiras pas à faire ça dans le cadre d'un projet de maîtrise. » Puis je pensais qu'il exagérait, mais finalement, il avait tout à fait raison. Deuxième implication qui pourrait être intéressante au niveau de la recherche, les documenter, les fameuses stratégies d'intervention efficaces auprès de cette clientèle-là. Cette recherche-là nous donne un aperçu des types de pratiques et on met l'emphase sur la conduite dite d'intégration comme une voie prometteuse. Mais quelles sont concrètement dans l'intervention les stratégies qui sont efficaces avec cette clientèle-là? Ça pourrait se faire autant, à mon avis, avec des professionnels intervenants, avec des conjoints violents qu'avec des professionnels intervenants davantage dans la sphère de la santé mentale.
Implication pour la pratique, et là, il y a des éléments importants pour nous en tant qu'établissement de première ligne. Premièrement, bien, développer des modèles d'intervention adaptés aux caractéristiques spécifiques des CVTM. La recherche nous permet quand même d'avoir un aperçu un peu plus précis de qui sont ces hommes-là, suffisamment pour dire que la conduite d'intégration apparaît prometteuse. Première des choses, on a un cadre d'intervention beaucoup plus flexible. On est davantage centré sur la personne et non sur, je dirais, la philosophie d'intervention de l'organisme. Il y a un développement de liens de concertation qui, à mon avis, devient important parce que nous aussi, dans notre établissement, lorsqu'on rencontre des gens qui sont affligés par ces deux problèmes-là, pour nous aussi, il y a des défis. Pour nous aussi, il y a des difficultés qui sont associées ou suivies avec cette clientèle-là. Moi, je crois que cette concertation-là pourrait être très profitable. Et il y aurait une congruence, je dirais, plus étroite entre une pratique d'intégration et les points de vue des professionnels qui travaillent au quotidien avec ces hommes-là. Donc, qui font partie des acteurs les mieux placés pour nous donner des indications sur quoi faire. Une deuxième implication pour la pratique, bien, je crois qu'il y a un partenariat qui doit être développé entre les organismes qui viennent en aide aux conjoints violents et les ressources en santé mentale, ne serait-ce qu'en fonction du fait que même les participants à qui j'ai parlé constatent que la clientèle qui souffre des deux problèmes est en émergence, on en voit plus souvent. Est-ce que c'est parce que nos connaissances se développent? Est-ce que c'est parce qu'on est plus habile à dépister? Est-ce qu'il y en a autant qu'il y en avait avant? C'est juste qu'on les voit mieux maintenant, qu'on les détecte plus efficacement? Ça ferait l'objet d'une autre recherche, mais j'ai tendance à vous dire que dans ce contexte-là, à mon avis, puisqu'il s'agit d'une clientèle qui est de plus en plus identifiée, qui est de plus en plus détectée, je crois que des deux côtés de la clôture, on a avantage à développer un partenariat. L'étape de concertation violence conjugale, vous savez que la plupart des régions administratives au Québec en ont une, pourraient être des agents facilitants, à mon avis, à ce niveau-là. On réunit autour de la table des professionnels ou des gestionnaires du secteur public, communautaire, parapublic, du secteur judiciaire, santé, services sociaux, agresseurs, victimes. On aurait, à mon avis, un très beau terrain pour aller au-delà de se dire oui, c'est vrai, on a une clientèle en santé mentale et on ne sait pas quoi faire avec. Alors, il y a peut-être une opportunité à ce niveau-là. Je sais qu'à la table Carrefour Violence Conjugale, qui est la table du Québec Métro, ça a été un objet de discussion. Il y a des efforts qui sont faits à ce niveau-là. La formation, à mon avis, fait aussi partie des facteurs sur lesquels on pourrait miser au niveau de la pratique, que l'on soit davantage un clinicien en santé mentale ou un clinicien en violence conjugale. Je crois qu'il faut aller s'outiller davantage sur l'autre problématique de manière à mieux la conceptualiser et à mieux intervenir. Et j'ose espérer qu'éventuellement, on va s'en aller, ça c'est la quatrième implication, vers une redéfinition plus nuancée de notre politique d'intervention en violence conjugale. On ne jettera pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a plein de choses qui sont encore tout à fait d'actualité dans cette politique-là. Mais au niveau des facteurs explicatifs, au niveau des paramètres d'intervention auprès des conjoints violents, puis au niveau de la reconnaissance du caractère distinctif d'intervention avec des hommes qui, eux aussi, peuvent avoir des facteurs de vulnérabilité, je crois qu'il y aurait certainement matière à retourner à la table à dessin. Et toujours, j'utiliserai ça comme mot de la fin, se souvenir que d'expliquer n'égale pas justifier. Expliquer égale idéalement mieux comprendre, et mieux comprendre égale idéalement mieux intervenir. Voilà, plein de diapos de référence que je n'afficherai pas, mais qui seront disponibles sur le PowerPoint là, qui seront diffusés.